Merci Claire. Oui, c'est exactement ça. Donc bonjour à tous. Moi, je suis Isabelle Cadrillo, je suis biologiste et je vais vous parler donc de l'actualité sur les biomarqueurs. On espère diagnostic bientôt. Alors, je vais vous faire un petit panorama. Vous verrez, il y a des choses positives et puis il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, mais on aura sûrement l'occasion d'en parler au moment des questions. Alors, je vais commencer par quelques diapos qui permettent de resituer la partie biologique de cette maladie à corps de Lévy. Déjà, c'est une maladie, vous le savez, c'est des pertes neuronales qui sont progressives, donc l'évolution se fait sur très longtemps. On a une altération de la connectivité des neurones entre eux, c'est-à-dire qu'ils communiquent mal entre eux au niveau du cerveau. Et dans ces maladies, on a des dépôts tissulaires de protéines qui sont mal repliées. On appelle ça des protéinopathies. Alors, c'est un terme anglophone, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est des maladies avec des inclusions de protéines anormales. Elles peuvent parfois être associées à des anomalies génétiques. Et ce qui les caractérise de façon générale aussi, c'est que les phénotypes sont très polymorphes, c'est-à-dire que dans toutes les maladies dégénératives, on a un phénotype classique et puis beaucoup de phénotypes qui sont moins classiques et qui sont encore plus difficiles à caractériser. Donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va être, oui, parfait, j'ai la souris, plutôt par là. Donc la protéine qui nous intéresse, c'est l'alpha-synucléine. Et donc, elle va s'agréger et être responsable de tout un tas de lésions au niveau cérébral. Et donc, juste pour rappel, le diagnostic de certitude, le gold standard pour nous, c'est vraiment l'étude neuropathologique. Comme vous le savez, on ne la fait pas de manière routinière, évidemment. Et donc, du vivant du patient, on a simplement un diagnostic de probabilité où on va associer différents marqueurs pour essayer d'atteindre un niveau de certitude le plus élevé possible. Alors la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne mesure pas directement la protéine alpha-synucléine? Parce qu'après tout, dans la maladie d'Alzheimer, vous savez, on a des marqueurs biologiques et on mesure les protéines tau, les protéines amyloïdes, ce sont les marqueurs de la maladie, des voies physiopathologiques. Ça marche très très bien, on a un très bon rendement diagnostique grâce à ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça dans la maladie à corps de Lévy? Alors on l'a quand même essayé, bien sûr, hein. Des tas d'industriels ont essayé de développer des kits. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on mesure directement l'alpha-synucléine, il se passe ça, c'est-à-dire pas grand-chose. Ici, vous avez un diagramme avec les différents groupes diagnostiques. Donc ici, des patients atteints de maladie à corps de Lévy associés à une maladie d'Alzheimer. Ici, une maladie d'Alzheimer. Ici, donc la maladie à corps de Lévy. Ici, les contrôles. Et vous voyez que les groupes se recoupent beaucoup. Donc même si on arrive à faire une courbe ROC, on se dit peut-être on peut séparer nos populations. En fait, en pratique, on ne peut pas séparer nos populations. Sur le plan individuel, c'est totalement inefficace. Et ça, c'est probablement dû au fait que cette protéine alpha-synucléine, elle est présente physiologiquement chez tout le monde, chez les gens qui sont malades et chez les gens qui ne sont pas malades. Et la fraction de la protéine qui est reliée à la pathologie, c'est une forme qui est justement mal conformée dans l'espace. Elle est très difficile à détecter avec les moyens habituels des dosages biologiques. Donc en fait, c'est dommage parce qu'on ne peut pas aller sur cette voie qui paraissait assez simple de mesure directe. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse un peu plus aux dépôts. Et comment est-ce qu'ils sont constitués finalement, ces dépôts tissulaires d'alpha-synucléine? Pour ça, on a une maladie qu'on aime bien en neuropathologie et que moi je connais bien aussi puisque c'était une grande partie de mon travail de thèse, c'est les maladies à prions. Qu'est-ce qui se passe dans les maladies à prions? On a aussi un problème de conformation de ces protéines. Elles vont prendre une conformation anormale qui va favoriser l'agrégation. Et en fait, on va utiliser ce principe-là. Donc vous avez ici une protéine cellulaire normale. On est tous porteurs de ces protéines. À un moment donné dans la maladie, on ne sait pas exactement pourquoi, on va avoir une conformation qui se fait mal de ces protéines. Donc, par exemple, elle va se conformer comme ça, ou comme ça, ou comme ça. On a différents types de conformations. On ne sait pas exactement non plus pourquoi on va aller plus vers l'un que vers l'autre. Et ces conformations-là vont favoriser l'agrégation. Donc, petit à petit, on va partir d'une protéine normale, puis elle va mal se conformer, s'agréger à ses copines et former des fibrilles. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet prion-like. Et cet effet prion-like, il va avoir tendance à s'amplifier, c'est-à-dire que plus on a de formes agrégées, plus ça va favoriser l'agrégation. Et donc, on a cette étape d'amplification des fibrilles. Et ce phénomène-là, qui se produit de manière physiopathologique dans le cerveau et dans les organes qui sont dans lesquels on retrouve ces protéines agrégées, c'est quelque chose de maintenant très classique et bien établi. Donc ça, c'est les maladies à prions. Est-ce que ça existe dans la maladie à corps de Lévy? Eh bien oui, on s'est aperçu que c'était un peu le même phénomène. Et notre protéine alpha-synucléine, elle a aussi ses capacités d'agrégation. À un moment donné, elle se conforme mal. Et du coup, au lieu d'être éliminée normalement par la cellule, elle va former des fibrilles et s'agréger.
Et ce qu'on va essayer de reproduire dans les tests biologiques, eh ben c'est ça en fait, c'est reproduire in vitro ce qui se passe in vivo dans le tissu des gens. Alors, ça paraît super simple. Je vous ai mis un petit schéma sur la droite. On se dit, bah voilà, on prend l'échantillon de notre patient, on va faire l'hypothèse qu'il contient la protéine agrégée. Je vais rajouter un substrat qui va me permettre d'amplifier la réaction. C'est ce qu'on appelle une protéine recombinante. On met tout ça dans une petite plaque là, de dosage. On rajoute un marqueur fluorescent. On met ça dans un incubateur, c'est super. On laisse ça travailler. Alors, c'est un peu long. Là, il n'y a pas d'échelle de temps, mais 5-6 jours. Et puis, on revient dans 5-6 jours et on regarde ce qui se passe. Si tout va bien, on a une belle courbe comme ça de fluorescence. Bon, bah ça, c'est la théorie. La théorie, elle est super simple, mais est-ce que ça marche en pratique? Alors, ça marche en pratique parce qu'on sait que dans les maladies à prions, encore une fois, c'était un concept qui avait été beaucoup travaillé et ça marchait bien pour les maladies à prions. Ici, on voit une maladie à prions dans du tissu cérébral. On voit là dans le LCR de patients atteints de maladies à prions. Donc, ça marche un peu moins bien. Vous voyez, la courbe, elle est moins jolie, mais c'est quand même très différent des contrôles. 3-4 années plus tard, on a beaucoup amélioré le système. Donc, de quelque chose comme ça qui était quand même assez moche, hein, on ne va pas se cacher, c'est joli, là, c'est quand même un truc publié. Donc, voilà, c'est un vrai article, mais quand même, c'est pas super joli. On arrive à ce type d'illustration, on est très content, on fait bien la différence entre les malades et les non-malades. Et puis, quelques années plus tard, ça rentre même dans les critères diagnostiques. Donc, quand on regarde ça, on se dit, ben, on a pas mal d'espoir pour la maladie à corps de Lévy. Alors, on en est où de ce type de méthode pour la maladie à corps de Lévy? Eh bien, pour l'instant, on va dire que déjà, ça a bien démarré, puisque en 2016, il y a une équipe qui était spécialiste des maladies à prions, justement, qui a réussi à finalement adapter leur protocole à la protéine alpha-synucléine. Donc, on voit le même type de courbe un peu moche que ce qu'on voyait au début pour les maladies à prions. Là, vous voyez, c'est assez disparate. Mais on a quelque chose de bien négatif. Ici, par exemple, c'est du LCR de patients atteints de maladie d'Alzheimer. Pas de signal. Ici, c'est du tissu cérébral d'un patient atteint de maladie à corps de Lévy. On a un signal qui est fort. Ici, c'est dans du LCR de patients atteints de maladie à corps de Lévy. On voit que c'est pas très joli, mais quand même, c'est différent de pas de signal. Donc là, on se dit, on a quand même une méthode, au moins une preuve de concept de quelque chose qui va bien marcher. Et puis d'emblée, ce qui était intéressant avec cette méthode, c'est qu'on n'avait pas de signal quand on était chez des patients qui n'étaient pas atteints de cette maladie. Donc une très bonne spécificité. Alors depuis 2016, beaucoup d'excitation autour de cette méthode, beaucoup de publications, beaucoup de protocoles. Chacun développe dans son laboratoire un peu sa sauce. C'est vraiment le petit chimiste. On y va un peu tous de nos mix, de nos tampons. Mais finalement, ça marche quand même assez bien. Donc 2018, voilà, on arrive à séparer correctement des patients atteints de maladie de Parkinson. Ici, en violet, vous avez les patients atteints de maladie à corps de Lévy. Toujours nos contrôles qui sont bien négatifs. Donc 2019, toujours pareil. Ici, on a des patients vraiment bien séparés. Et puis, ça, c'est ce qu'on a fait ici au laboratoire. Donc, on voit aussi, on a quelque chose de bien net. Donc, on conserve les très bonnes performances que l'on avait dès le départ, en fait, avec une très bonne spécificité. Et en termes de sensibilité, c'est-à-dire la capacité du test à vraiment dire que mon malade est atteint de maladie à corps de Lévy, bah, c'est quand même pas mal. Et donc, on voit qu'il y a une différence tout de suite entre les patients dont on a la confirmation neuropathologique. On est meilleur chez ces patients-là, 92 à 100%, et on est un petit peu plus faible chez les patients pour lesquels on n'a pas la confirmation neuropathologique. Alors, c'est peut-être aussi parce que cliniquement, ce n'est pas vraiment des malades atteints de maladie à corps de Lévy, puisque bien sûr, on a toujours le doute diagnostique. Mais quand même, ça reste des très bons scores. Alors, ce qui était intéressant aussi, et c'est pour ça que je vous présente cette étude-là, c'est est-ce qu'on est capable de voir ce marqueur positif dès le début de la maladie? Est-ce que ça a un intérêt quand on a des formes prodromales? Est-ce qu'on est toujours positif quand on est à la fin de la maladie, ou est-ce que d'emblée, on peut avoir quelque chose qui nous indique vraiment qu'on est dans ce type de maladie? Donc ça, c'est une étude italienne qui date de l'année dernière. Donc ils ont un grand nombre, c'est intéressant parce qu'ils ont un grand nombre de LCR couplés avec des données neuropathologiques. Et ça, c'est vraiment important pour nous parce que ça nous permet vraiment de garantir la qualité du dosage. Et donc, il y avait quand même 270 patients à peu près, donc avec l'étude du tissu cérébral et l'étude du LCR associé. Donc 210 patients qui n'avaient pas de lésions à corps de Lévy, et 59 patients qui avaient des lésions des corps de Lévy en fait, sur la neuropathologie. Donc, ils ont pu stratifier avec la classification neuropathologique, donc comme vous le savez, avec des stades, stade 1, stade 2, stade 3. En général, plus on avance dans les stades, plus la maladie est étendue au niveau tissulaire. Et ce que l'on voit tout de suite, c'est que
dans cette étude, on a une très bonne spécificité, presque 99% de spécificité. Ça veut dire que quand il n'y a pas de lésion dans le tissu cérébral, le test reste bien négatif. Et finalement, il n'y avait que 3 patients sur les 270 pour lesquels il y avait quand même un signal dans le LCR. Alors, bon, c'est peut-être des cas qu'on pourrait expliquer différemment, je ne sais pas. En tout cas, ça reste très peu. Et en parallèle de ça, on s'aperçoit qu'on a quand même 81% de sensibilité, c'est-à-dire que dans 8 cas sur 10 de patients pour lesquels on a des lésions neuropathologiques, on a bien un test positif dans le LCR. Donc ça, c'est quand même très encourageant. Et ce qui était intéressant, c'était justement de corréler ce signal, cette positivité du signal, avec l'augmentation de la maladie au niveau tissulaire, c'est-à-dire plus on a de lésions au niveau tissulaire, plus on a de chances d'avoir un test positif. Mais on a quand même des tests qui peuvent être positifs en début de maladie. Donc ça veut dire qu'on a quand même quelque chose qui peut être positif au début, mais c'est moins systématique que quand on est dans des stades avancés. Et donc ça a été répliqué dans des cohortes dites plutôt cliniques, c'est-à-dire cette fois on corrèle aux signes cliniques. Là, on n'est plus dans la neuropathologie, on est dans vraiment la description clinique de la maladie. Donc dans les stades précoces, c'est-à-dire les atteintes isolées, par exemple la dysautonomie isolée ou les troubles du sommeil isolé. Et on s'aperçoit qu'effectivement, toujours, on a un autre signal qui est bien positif chez nos patients qui sont atteints de ces stades prodromaux, avec pas de signal chez nos patients contrôle, avec une sensibilité qui est quand même élevée. 92%, c'est excellent. Quand on a un test biologique à 92%, on est vraiment très content. Bon, c'est répliqué par d'autres équipes. Cette fois, avec des stades cliniques, on ne s'intéresse pas à un syndrome ou une présentation clinique particulière, mais vraiment avec la classification de McKees. Et là, on est un peu moins bon. C'est-à-dire que quand on est au stade probable, on a 85% de sensibilité. Par contre, quand on est au stade possible, on voit qu'on est beaucoup moins à l'aise et le test est moins souvent positif. Et puis une étude aussi qui était intéressante, puisque c'est une étude avec un suivi longitudinal, c'est-à-dire c'est des patients qui ont été suivis pendant plusieurs années, et on a pu leur faire des prélèvements successifs, donc des ponctions lombaires répétées, et on a regardé est-ce que le test a une différence de positivité pour un même patient au cours du temps. Est-ce que ça évolue ou pas? Et bien finalement non. Ce que l'on voit, c'est que ce qui était d'emblée positif va rester positif, mais on n'aura pas des patients qui vont se positiver au cours du temps. Donc, dans ce type d'étude, mais c'est une étude et il faudra sûrement répliquer ça. Il n'y a pas forcément beaucoup de patients encore parce que ça reste des méthodes qui ont été développées récemment. On n'a pas l'impression que ça va être un marqueur très précoce et qui va évoluer au cours du temps de l'évolution clinique. Alors, un petit point quand même sur cette spécificité qui n'est pas complètement de 100%. Donc, c'est vrai que on l'a déjà évoqué aujourd'hui, on sait très bien que très souvent, les maladies neurodégénératives, elles sont pas pures, entre guillemets, en termes de lésions dans le tissu cérébral. On sait qu'il y a très souvent des associations de lésions. C'est plus souvent la règle même que l'exception. Et notamment, les lésions de type corps de Lévy sont très souvent associées à la maladie d'Alzheimer. Dans presque 50-60% des cas, on a des colésions neuropathologiques. Et donc, finalement, peut-être que chez les patients qui sont atteints de maladie d'Alzheimer, on peut avoir aussi des lésions de corps de Lévy. Donc il faut faire très attention quand on regarde ces études, parce que quand on teste cette détection de l'alpha-synucléine dans le LCR de patients, même si ils sont atteints de maladie d'Alzheimer, ils peuvent quand même être atteints ou en tout cas être porteurs de corps de Lévy. Et ça a été bien démontré la première fois par une étude italienne qui montrait que justement, ils avaient testé de manière un peu systématique la capacité de leur test à détecter l'alpha-synucléine agrégée dans le LCR de leurs patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et dans plus de la moitié des cas, en fait, ils avaient un signal positif, qui n'était pas forcément attendu, de lésions de maladie à corps de Lévy. Donc, je mets un petit peu en garde toutes les personnes qui sont dans cette salle qui pourraient avoir envie de développer ces tests. Il faut faire attention. Les malades atteints de maladie d'Alzheimer sont un petit peu des mauvais contrôles en fait, pour développer nos marqueurs, parce qu'en fait, ils vont nous donner un signal qui est vrai. Ils sont porteurs de lésions de corps de Lévy, donc c'est des vrais positifs. Mais par contre, pour nous, dans le développement du test, ce n'est pas des bons contrôles parce qu'on n'aura pas un signal négatif. Et ça, c'est aussi important parce que ça veut dire que quand on teste un marqueur biologique, on teste une maladie, on ne teste pas les maladies. Et très souvent, on exclut l'ensemble des maladies parce que le test est négatif, mais ce n'est vraiment pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est un test pour une étiologie. Et en fait, il faut faire un diagnostic combiné de l'ensemble des maladies dont on pourrait être porteur. Et ce qu'on a vu aussi
dans notre laboratoire, c'était exactement la même chose. Quand on a voulu développer notre marqueur, on s'est dit, on va aussi prendre des contrôles en maladie d'Alzheimer. Après tout, on a beaucoup de PL, on a beaucoup de patients qui sont dans ces contextes-là, on va les tester. Et en fait, c'est ce dont on s'est aperçu, c'est que dans notre patient, notre groupe qu'on espérait être des contrôles, finalement, on avait un petit signal. Et ce petit signal, on a pu le détailler. On s'est aperçu qu'on avait quand même 6 patients sur 42 qui présentaient un signal positif d'alpha-synucléine dans leur LCR. Et en fait, quand on est retourné dans les dossiers cliniques de ces patients, on s'est dit, quand même, finalement, il y avait déjà un petit truc qui pouvait nous indiquer qu'ils n'étaient pas purement atteints de maladie d'Alzheimer. Donc ça aussi, c'est important. Et peut-être que ça peut être quand même un test intéressant à faire aussi chez des patients atteints de maladie d'Alzheimer pour identifier une colésion pathologique qui peut aggraver la maladie, qui peut la faire évoluer plus vite. Un petit point un petit peu de rêve qu'on aimerait tous, c'est est-ce qu'on est capable de différencier les maladies entre elles grâce au signal donné par notre réaction. Donc actuellement, on vous dit toujours l'alpha-synucléine dans le LCR, elle est positive ou négative, donc on vous donne un résultat binaire. Mais en fait, quand on regarde nos courbes, on a tout un tas de critères que l'on peut chiffrer et mesurer. Alors, ça va être des termes anglais, c'est des termes un peu moches, mais en gros, on va regarder le démarrage de la réaction, c'est-à-dire au bout de combien d'heures on va avoir un signal positif. On va regarder l'air sous la courbe, c'est-à-dire, en gros, quelle est l'intensité de la fluorescence et quelle est la surface que l'on va avoir ici sous cette courbe et la hauteur du signal. Et tout ça, c'est chiffré, donc c'est facile. On est biologiste, on aime bien manier des chiffres. On va faire des groupes, des comparaisons. Et on se dit, tiens, peut-être que les patients atteints de maladie de Parkinson, par exemple, ils ont une courbe plutôt comme ça, alors que les patients atteints de MSA vont être plutôt comme ça, et les patients atteints de maladie à corps de Lévy encore intermédiaires. Ça, c'est un peu le Graal, de faire vraiment le diagnostic étiologique. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas du tout dans les capacités de faire ça. Pourquoi ? Eh bien déjà, tout simplement parce qu'ici, deux, on va dire, critères préanalytiques, des choses qu'on ne vous dit pas trop quand on vous rend des résultats, mais qui sont vraiment des choses de laboratoire très basiques. Quand on dilue notre échantillon, on s'aperçoit que le signal il est proportionnel à la quantité d'échantillons qu'on a mis dans notre réaction. C'est-à-dire que je mets un échantillon dilué au demi, j'aurai un signal 2 fois moins fort que si je le mets pur. Donc ça, c'est bien, mais du coup, moi, quand je vais faire mon test chez mon patient, je n'aurai aucune idée de la quantité d'alpha-synucléine qu'il va avoir dedans. Et je ne vais pas faire des dilutions sériées comme ça de mon patient pour savoir si c'est plus ou moins haut. Donc si vous espérez faire une différence d'étiologie avec cette hauteur de signal, en fait, ce sera peut-être juste qu'il y a un tout petit peu moins de protéines agrégées dans l'échantillon de votre patient. Donc finalement, ce n'est pas une très bonne méthode de discrimination. Autre point clé, quand on utilise ce système, on utilise des protéines recombinantes. Et ces protéines recombinantes, elles ont un effet très fort sur les capacités d'agrégation de notre protéine agrégée déjà présente dans notre échantillon. Ce que l'on vous montre ici, c'est différents types de courbes d'agrégation en fonction du type de protéines que l'on a utilisées dans notre petit tube à essai. Donc vous avez en gros la protéine qui est bleue, la protéine qui est rouge et la protéine qui est verte. C'est 3 protéines différentes sur les mêmes échantillons biologiques. Donc vous voyez tout de suite qu'on va avoir des signaux qui sont complètement différents alors que c'était le même patient au départ. Donc ça aussi, c'est des critères que vous devez garder bien en tête dans l'interprétation de vos données. Et puis, petite chose aussi qu'on ne vous montre jamais, mais que je pense que il est normal que l'on vous précise également. Quand vous regardez les papiers, vous avez ce type de diagramme. Donc ça, c'est les données du laboratoire. Donc voilà, c'est très joli. Vous avez la courbe des positifs, la courbe des négatifs. Mais en fait, vous voyez que vous avez un espèce de halo là tout autour. Et ce halo là tout autour, il donne la variabilité du signal qui est obtenu pour chacun des échantillons. Quand on détaille cette variabilité, voilà ce que l'on observe. Et donc, du coup, là, on se dit tout de suite qu'on va avoir beaucoup de mal à faire la différence d'une étiologie à une autre, alors que finalement, c'est un peu tout mélangé, quoi. Et ici, pour essayer de encore mieux illustrer ça, c'est le même échantillon passé 6 fois dans 6 réactions différentes. Alors, on a le même genre de courbes, mais ça reste des courbes qui sont quand même, qu'on pourrait presque statistiquement différencier. Pourtant, c'est le même échantillon. Alors, j'arrive bientôt à la fin de mon topo. Juste encore 2 notions importantes. C'est quand même un test qui marche très bien, mais il nous manque encore des comparaisons interlaboratoires. Donc c'est ce qui a été fait ici, un même échantillon qui a été dosé par plusieurs labos. Et on s'aperçoit que globalement, les réactions sont identiques, il ne faut pas paniquer, mais on a quand même des différences de sensibilité, de spécificité. Donc c'est quand même pas complètement transposable d'un labo à un autre. Et puis,
Un autre critère qui est très important quand on fait de la biologie, c'est le préanalytique, c'est-à-dire sur quel tube on va faire le prélèvement. Est-ce qu'il faut que mon patient il soit à jeun ou pas? Est-ce que si j'ai une PL hémorragique, je peux faire ma recherche ou non? Est-ce que je peux laisser traîner mon échantillon sur la paillasse? Ce genre de choses, c'est basique, mais indispensable à l'interprétation. Et ça, c'est des essais qui commencent à être faits, mais dont il faut vraiment avoir la maîtrise avant de pouvoir prescrire vraiment en grande routine tous ces marqueurs. Alors, juste pour conclure, du coup, franchement, j'espère que je vous ai convaincu. C'est une technique qui est vraiment très séduisante. Elle a un potentiel énorme. C'est clairement une méthode d'avenir pour le diagnostic des patients atteints d'alpha-synucléinopathie. Mais elle est quand même très difficile au niveau du labo. C'est pas du tout une technique simple. C'est pas un dosage. On met dans une machine et on a un résultat. On n'a pas d'harmonisation internationale. Il nous manque des échanges encore interlaboratoires. Alors tout ça, ça se met en place parce que quand on voit vraiment le potentiel de la méthode, bien sûr, on a tous envie d'améliorer ça. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait. Ça reste très spécifique, mais la sensibilité n'est pas non plus parfaite. Donc ça veut dire aussi que mon test il peut être négatif chez une personne qui est vraiment atteinte d'une maladie à corps de Lévy. Donc ça, c'est aussi important de le garder en tête. Et puis, on n'est pas encore dans des données de vie réelle. Beaucoup d'essais ont été faits sur des patients très bien sélectionnés. Et dans la vie réelle, on sait qu'on a tout un tas de comorbidités. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et ça, on ne connaît pas encore l'effet de ces comorbidités sur la qualité de la réaction. Une chose que je n'avais pas du tout le temps d'évoquer aujourd'hui, mais je pense qu'il est quand même important que vous ayez en tête, c'est que cette technique, on est capable, alors pas nous aujourd'hui au laboratoire, mais d'autres labos sont capables de le faire sur d'autres tissus que le LCR. Et ça aussi, c'est quelque chose de porteur d'espoir. Dans la maladie de Parkinson, par exemple, on peut le faire sur des biopsies de peau, sur de la muqueuse olfactive, un petit peu sur le sang, ça démarre. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment une technique qui va se développer dans les années qui viennent. Elle est très intéressante aussi parce qu'elle n'est pas influencée par les autres types d'agrégats qui pourraient être présents chez le patient. Et donc, du coup, on aura vraiment un diagnostic étiologique. Donc, juste pour vous redire tout à l'heure, je vous disais, dans les maladies à prions, ça a pris à peu près une dizaine d'années pour entrer dans les critères diagnostiques. Là, on va aller un peu plus vite parce qu'on est vraiment tous convaincus, je pense, de cet intérêt de la méthode. Et donc, il y a déjà des premiers papiers qui sont sortis cette année où on commence à dire, ben voilà, dans les synucléopathies, il faut vraiment tenir compte de ce type de marqueurs pour la recherche et pour bien classer nos patients. Voilà, ben je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant, raconté par une biologiste. Une ou deux questions? Allez. Alors, tu sais, Isabelle, j'adore la RT Quick. Bah oui, mais... moi aussi. Et je pense que c'est vraiment une méthode d'avenir. Alors, c'est vrai, à maladie difficile à diagnostiquer, diagnostic biologique difficile. Moi, je ne suis pas très étonné, en fait. Tu vois, oui. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un reflet de cette difficulté du diagnostic clinique avec le diagnostic biologique. Néanmoins, la RT Quick que vous avez développé en premier à Lyon, et puis après, vous avez été accompagné par Montpellier, et puis par Strasbourg. Le fait est que ça semble quand même très intéressant. Comment tu expliques la sensibilité à 72%? On aurait aimé supérieur à 80%. Quelles pourraient être les hypothèses? Alors en fait, il y a beaucoup de choses qui pourraient expliquer cette baisse de sensibilité. Je pense la première, c'est on a des patients qui sont moins parfaits que dans les essais et dans les petites cohortes qui avaient été évaluées au début. Alors peut-être qu'il y a des comorbidités ou des colésions qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas encore à identifier, mais qui peuvent faire que finalement, on ne voit pas le marqueur devenir positif. Ça, je pense, c'est une première chose. Après, la deuxième chose, c'est probablement des effets inhibiteurs qui peuvent être aussi dans les échantillons. Donc ça, c'est pareil. Il faudrait vraiment reprendre beaucoup d'informations dans les dossiers des malades, peut-être des médicaments, peut-être, il y a plein de choses. Parce qu'on sait très bien, par exemple, quand on fait des essais où on surcharge en sang les LCR, à partir d'un certain seuil, on n'a plus du tout d'agrégation. C'est-à-dire, on met un petit peu de sang, beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Et en fait, à un moment donné, la réaction, elle ne se fait plus. Alors que quand on n'a pas de sang, elle se fait parfaitement. Or, on ne peut pas exclure que certaines PL aient été hémorragiques au moment du prélèvement, même si on l'a centrifugé vite, même si on l'a conservé dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on n'a pas quand même extrait quelque chose qui peut être inhibiteur de la réaction? Ça, je pense que malheureusement, ça peut être aussi un critère.
Et après, c'est peut-être aussi tout simplement la qualité de la protéine recombinante. J'en ai un petit peu parlé pour dire que ça avait un impact fort sur le type d'amplification, mais je pense que là, il y a un énorme travail à faire à l'international de caractérisation de ces protéines pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la réaction marche super bien parfois et parfois pas du tout. Parce que pour le coup, quand on achète la recombinante, nous, on achète un produit, on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Et en fait, on teste au petit bonheur la chance, quoi. Et là, il nous manque vraiment des infos précises, je pense, pour mieux maîtriser la technique. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, c'est vraiment une technique actuelle, mais surtout une technique d'avenir pour le diagnostic. Il va falloir suivre ça de près. Ouais. Mais je pense qu'on ne sera pas du tout en retard en France. Il y a déjà plusieurs centres qui ont des résultats et c'est vrai que c'est très aidant.